Bonjour, nous allons voir les grands principes de la chirurgie palliative dans la tétraplégie traumatique. Alors les grands principes, on va les voir successivement, on va voir les conditions des grands principes et des grandes techniques issues de l'expérience. La première chose qu'il faut dire en introduction, c'est qu'il n'y a pas de miracle, malheureusement, et que cette chirurgie n'a pas pour but de restaurer un membre fonctionnel comme il l'était avant et de donner un membre normal. On a pour ambition simplement d'utiliser ce qui fonctionne encore pour réanimer ce qui ne fonctionne plus en stabilisant le reste par des transferts, par des ténodèses et par des arthrodèses. Le but de tout ça est de restaurer ou de renforcer la préhension, c'est-à-dire d'une part la fermeture des doigts qui s'appelle le grasp chez les anglo-saxons et la pince latérale qui s'appelle le grip ou key-grip, la pince de clé, la pince d'une clé de contact, c'est de cette façon-là la pince latérale. Donc restaurer la fermeture des doigts et du pouce, c'est restaurer la préhension. Bien sûr, il ne suffit pas de restaurer la fermeture, il faut aussi que l'ouverture fonctionne. Donc c'est le but de cette chirurgie palliative, c'est de renforcer ça de façon à non pas malheureusement redonner une main normale, mais une main qui est plus fonctionnelle, qui permettra au patient de faire ce qu'il sait probablement déjà faire, mais beaucoup plus lentement, ou avec l'aide de quelqu'un d'autre, ou en prenant un temps fou. Il pourra, à la suite de cette chirurgie palliative, raisonnablement gagner du temps sur beaucoup de gestes, récupérer le plus souvent d'une possibilité d'autosondage urinaire et de ne pas laisser faire ça par quelqu'un d'autre, etc. Donc ça fait beaucoup de progrès extrêmement utiles. Alors, comme dans toute cette chirurgie palliative, et là je vous renvoie au chapitre consacré à la chirurgie palliative des paralysies en général, eh bien, les effets ténodèses qui sont liés au poignet sont absolument fondamentaux. Ces effets ténodèses, je vous les rappelle brièvement, la flexion du poignet s'accompagne d'une ouverture des doigts et d'un écartement du pouce, alors que la dorsiflexion du poignet s'accompagne automatiquement d'une fermeture des doigts et d'une fermeture de la pince. Ces effets donc sont absolument non seulement à préserver, mais à amplifier et à renforcer dans la chirurgie palliative. Enfin, et contrairement à tout le reste de la chirurgie palliative, chez le tétraplégique, il n'y a que un ou deux moteurs utilisables. Le moteur qui est toujours utilisable, c'est le brachioradialis. Le deuxième est l'extenseur carpi radialis longus. Et nous allons voir comment on peut les utiliser. Donc voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais vous dire. Nous allons voir successivement les conditions dans lesquelles on peut réaliser cette chirurgie palliative avant d'aborder les grands principes et les grandes techniques. Donc les conditions, c'est que le patient peut fléchir le coude activement. S'il ne peut pas fléchir le coude activement, eh bien son niveau neurologique est malheureusement trop haut. Le niveau de section de la moelle est beaucoup trop haut. En général, il a une paralysie du diaphragme. Et là, ici, pas question de faire la chirurgie palliative dont nous allons parler ici. Deuxièmement, il peut s'asseoir. Il peut s'asseoir, c'est fondamental, parce que s'il peut s'asseoir, eh bien la gravité, la pesanteur, va pouvoir intervenir dans les compensations et en particulier pour la flexion du poignet si une certaine pronation de l'avant-bras est possible. Donc le patient doit pouvoir s'asseoir. Si le patient est grabataire et reste allongé au lit à longueur de journée, inutile d'envisager ce type de chirurgie. Il n'a pas d'escarre, ou en tout cas s'il en a, eh bien, il faut traiter ces escarres avant de se lancer dans une chirurgie palliative éventuelle. Il n'a pas de douleur des mains. S'il a des douleurs des mains avant l'intervention, il aura des douleurs des mains après l'opération et il ne pourra pas se servir de ses mains après l'intervention, ce qui la rend un petit peu inutile. Il n'a pas de raideur articulaire ou les raideurs articulaires ont été traitées et améliorées. Toutes les raideurs qui existent avant l'intervention se retrouveront après l'opération, empirées par l'immobilisation post-opératoire. Et donc, ce n'est pas une bonne idée de faire de la chirurgie palliative chez un patient dont les raideurs n'ont pas été assouplies et corrigées par tous les procédés de la kinésie et de la rééducation possibles. Il s'est écoulé au moins 1 an entre l'accident et l'intervention. Alors ce délai est empirique et ce délai eh bien, correspond à la réalité. La tétraplégie traumatique est un accident épouvantablement douloureux sur tous les plans. Après un passage en réanimation qui a permis de sauver la vie du blessé, le blessé doit retrouver la vie dans des conditions qui sont
abominablement compliqué à réaliser. Il faut réaliser en particulier que son état est définitif et que malgré les espoirs qu'on voudrait entretenir concernant en particulier les injections de facteurs de croissance et autres procédés dont l'efficacité n'est absolument pas prouvée ou a fait jusqu'à présent les preuves de son inefficacité, jusqu'à présent malheureusement on n'a pas de procédé autre que la chirurgie palliative pour améliorer son état mécanique fonctionnel. Donc, eh bien pour ça, il faut 1 an à peu près pour intégrer cette donnée et intégrer cette donnée au contact d'autres patients qui ont éventuellement été opérés et qui vont pouvoir le renseigner utilement à cet égard. Chaque fois qu'on a essayé d'opérer un patient dans un délai plus court que 1 an, eh bien on l'a regretté. Ne le faites pas. Enfin, le patient est fortement motivé. Il faut une forte motivation pour subir un traitement qui a certes pour but d'améliorer son autonomie en renforçant sa préhension, mais qui va le faire passer par des interventions nombreuses, chacune suivie par une immobilisation qui va durer 4 semaines environ et une rééducation qui va durer plusieurs mois. Et si on fait le total du programme complet, et bien par membre supérieur, ce qui est possible, c'est on a une restauration de l'extension active du coude plus un premier temps d'ouverture de la main, une intervention, suivie quelques mois après. Quelques mois, ça veut dire 3 mois en théorie, en pratique c'est plutôt 5 ou 6 mois, par une réanimation de la fermeture, suivi par une rééducation, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ce programme va durer 9 mois, 12 mois. Donc 2 membres supérieurs égale 2 ans. 2 ans dans les centres de rééducation, c'est un programme pour lequel il faut être sérieusement motivé. Donc les conditions, vous les voyez, le patient peut fléchir le coude activement, le patient peut s'asseoir, il n'a pas d'escarre, il n'a pas de douleur des mains, il n'a pas de raideur articulaire où elles ont été corrigées. Enfin, il s'est écoulé 1 an depuis l'accident et avant la première intervention et le patient est sérieusement motivé. Dans ces conditions, les grands principes de cette chirurgie palliative, les grands principes, les voilà. Premier grand principe, c'est qu'il faut rétablir l'extension active du coude d'abord. Lorsque l'extension active du coude est paralysée, eh bien, il faut la rétablir en tout premier lieu, avant de s'occuper de la main. Premièrement, il n'est pas logique de traiter le segment distal de la main avant le segment proximal. Deuxièmement, le moteur qu'on va utiliser pour restaurer la main, eh bien, ce sera forcément un moteur qui s'insère au-dessus du coude, donc dont la tension dépend de la position du coude. Et si la position du coude n'est pas activement contrôlée, eh bien, vous doutez que le transfert qu'on va utiliser sur la main aura un réglage médiocre. Enfin, et troisièmement, rien que le rétablissement de l'extension active du coude, même si on ne s'occupait pas de la main, apporte des bénéfices fonctionnels qui sont considérables chez ces blessés. Et ces bénéfices fonctionnels, ils sont relatifs au fait de retrouver schématiquement les 3 dimensions de l'espace qu'ils avaient perdues. Sans triceps, le patient est réduit aux 2 dimensions du plan de la table. Avec le triceps, il peut lever la main en l'air, il ne la prendra pas sur la figure lorsqu'il contrôlera sa position, il pourra aller chercher très loin, beaucoup plus loin les roues de son fauteuil roulant, il pourra écarter les objets qui sont sur son chemin, etc. Il y a beaucoup de bénéfices dont on n'imagine même pas l'importance lorsqu'on n'est pas paralysé. La réanimation de la main se fait en 2 temps. Pourquoi en 2 temps? Eh bien, je sais bien que certains chirurgiens disent on va gagner du temps chez ces blessés en faisant les 2 temps, en les réunissant en un seul. Il n'est pas question de gagner du temps pendant l'intervention, évidemment. Que l'intervention dure 1 heure ou 5 heures, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps sur la rééducation. Mais si c'est gagner du temps au prix d'un mauvais résultat fonctionnel, ça n'est pas la peine. Pourquoi ? Pourquoi faut-il 2 temps? Eh bien, lorsqu'on réanime une phase d'extension de la main schématiquement, l'immobilisation nécessaire à la consolidation, à la cicatrisation, va se faire le poignet en dorsiflexion, alors que quand on réanime la phase de fermeture de la main, l'immobilisation va se faire le poignet en flexion. Donc, poignet en extension d'une part, poignet en flexion d'autre part. Si on combine les deux, eh bien, le poignet sera en position neutre.
ce qui est tout à fait possible, mais au prix d'un mauvais réglage et de la face dorsale et de la face palmaire. Si vous voulez obtenir des résultats médiocres chez votre patient, allez-y, mais je pense que c'est un mauvais calcul que de vouloir lui donner un mauvais résultat en un temps bref. Autant qu'il passe le temps nécessaire à sa rééducation et qu'il obtienne un résultat optimum. Donc la main en 2 temps, l'ouverture et la fermeture. Et pas dans n'importe quel ordre, l'ouverture avant la fermeture. Vous voyez ça dans tout un tas de livres et vous pouvez vous dire mais pourquoi est-ce qu'on fait cette ouverture avant la fermeture? Ça n'a pas de bon sens. Effectivement, lorsqu'on fait l'ouverture avant la fermeture, le patient va vous dire mais ça ne m'a rien changé et ça ne lui changera rien dans la vie. Il n'aura absolument rien, c'est pas en faisant des ténodèses d'extension, des lassos et une ténodèse sur le pouce que sa vie aura changé. Il ne s'apercevra de rien, il n'aura aucun bénéfice, certes. Mais si vous commencez par rétablir la fermeture de la main, comme je l'ai observé chez mon premier patient, le premier patient que j'ai opéré de ma vie était un patient qui avait été opéré par quelqu'un d'autre sur la fermeture. Et ce patient était fort mécontent car il avait bien les doigts et le pouce fermés, mais il ne pouvait plus les ouvrir. En particulier pour la toilette, c'était impossible, ça macérait, ça sentait mauvais. Et donc il était très remonté contre l'intervention qu'on lui avait faite. Donc, s'il vous plaît, faites toujours l'ouverture avant la fermeture si vous voulez que votre patient ne le regrette pas. Il faut systématiquement faire un palliatif intrinsèque sur les doigts. Pourquoi? Lorsque vous aurez restauré, renforcé les extrinsèques de l'extension et les extrinsèques de la flexion des doigts, eh bien vous aurez des doigts qui auront une paralysie intrinsèque et donc ils vont partir en griffe. Donc si au terme de votre restauration fonctionnelle vous obtenez une griffe de la main, eh bien c'est un résultat qui n'est pas très enviable. Donc pour prévenir cette griffe, faites-le d'emblée, faites toujours un palliatif intrinsèque sur les doigts. Il faut de même stabiliser la colonne du pouce. La colonne du pouce comprend 3 articulations, la trapézométacarpienne, la métacarpophalangienne, l'interphalangienne. Et on n'a qu'un seul moteur pour renforcer, pour rétablir la fermeture de cette pince. Donc avec un seul moteur pour 3 articulations, on va aboutir à un zigzag incontrôlable. Donc il faut au moins contrôler une articulation par une arthrodèse ou une ténodèse. C'est absolument indispensable. Enfin, et je vous conseille vivement, contrairement à certains livres, notamment de Moberg qui commencent à avoir un demi-siècle, mais de tous les gens qui l'ont suivi, qui ne rétablissent que la K-grip, la pince latérale du pouce. Bien sûr, c'est possible, mais il est extrêmement dommage, avec le même moteur, de ne faire que le pouce, alors que pour le même prix et avec le même moteur, vous pouvez en même temps rétablir la flexion des doigts. Et ce sera au patient à qui vous avez rétabli simultanément la fermeture des doigts et la fermeture de la pince, de savoir s'il se sert plutôt de sa pince latérale quand il a besoin d'un petit objet, ou s'il se sert plutôt de sa pince forte avec tous les doigts, s'il a besoin de serrer un gros objet. Donc, avec le même moteur, je vous en prie, mettez-le sur les doigts et le pouce et laissez le patient choisir lui-même plutôt que de décider à sa place. Donc les principes sont les suivants: l'extension active du coude d'abord avant la main ou pendant le premier temps de la main, la réanimation de la main en 2 temps, l'ouverture d'abord, toujours un palliatif intrinsèque des doigts, toujours une stabilisation de la colonne du pouce, une réanimation de la flexion des doigts associée à la réanimation de la fermeture de la pince. Alors ça, ce sont les grands principes. Maintenant, on peut rajouter comme principe supplémentaire au fait de ne pas faire une nouvelle intervention avant d'avoir obtenu le résultat optimum sur l'intervention qui l'a précédée. Donc le centre de rééducation, le patient, tout le monde doit être satisfait du résultat obtenu, faute de quoi la fuite en avant vers des interventions n'aurait absolument aucun bon sens. Donc pas de nouvelle intervention avant d'avoir obtenu le résultat fonctionnel optimum sur la précédente. Enfin, quelques grandes techniques que je vous recommande vivement.
et que nous reverrons bien sûr en vidéo spéciale. Ce sont les techniques qui vont vous permettre de traiter l'immense majorité des tétraplégiques que vous verrez dans les centres. La première technique, c'est la technique du transfert du biceps sur le triceps pour réanimer l'extension active du coude. Bien sûr, on peut faire un transfert du deltoïde postérieur sur le triceps, c'est tout à fait possible. Les résultats sont équivalents. Simplement, à résultat équivalent, je préfère utiliser une technique qui ne nécessite pas de corps étranger ou de greffe tendineuse et dont les conséquences d'une éventuelle infection ne sont pas aussi dramatiques que celles d'une infection d'un matériel étranger sur un transfert du deltoïde. Donc, le biceps, je vous recommande vivement cette technique. Le palliatif intrinsèque des doigts, toujours, mais quelle technique utiliser? Eh bien, sans hésiter, les lassos de Zancoli. Les lassos de Zancoli, nous en avons déjà parlé, je vous renvoie au chapitre sur les paralysies de la main. Cette intervention fonctionne même quand les muscles sont paralysés, du moment que le segment lésionnel médulaire est court, c'est-à-dire que l'arc réflexe est conservé dans le segment paralysé. Comment s'en aperçoit-on? Eh bien, en tapant sur les corps musculaires des fléchisseurs à l'avant-bras et en vérifiant qu'il y a bien une contraction idiomusculaire, un réflexe qui fait que les doigts vont se fléchir grâce aux fléchisseurs superficiels. Si c'est bien le cas, cela signifie que l'arc réflexe élémentaire au niveau médulaire est conservé, au niveau sous-lésionnel, et que dans ces cas-là, la trophicité des muscles est suffisante pour assurer une viscoélasticité suffisante au lasso. La stabilisation du pouce, eh bien, depuis que ça a été publié, inventé par Mohamed et Sinclair, eh bien, je n'utilise plus pratiquement que la ténodèse néo-zélandaise sur l'interphalangienne. On verra la technique. Il est devenu exceptionnel que je fasse des arthrodèses trapézo-métacarpiennes ou interphalangiennes, voire métacarpophalangiennes. Ce sont les alternatives possibles. La ténodèse néo-zélandaise est vraiment un procédé extrêmement efficace. Un seul moteur pour la fermeture des doigts et du pouce, je vous l'ai dit. Lorsqu'on a un moteur, eh bien, il peut être utilisé pour fermer le pouce comme dans les livres, mais il peut être simultanément utilisé pour fermer les doigts, comme Zancoli l'a très bien montré et comme ça marche magnifiquement bien. L'ouverture des doigts et du pouce eh bien, doit se faire par ténodèse sur le rétinaculum des extenseurs. Les transferts du brachioradialis sur les extenseurs des doigts ou du pouce eh bien, sont inutiles. L'ouverture de la main, parfois, eh bien, l'effet ténodèse spontané suffit. Il n'est pas nécessaire de faire de gestes à ce niveau-là. Il faut bien le tester, il faut bien en être sûr. Mais lorsqu'on a besoin d'un geste pour réanimer cette ouverture de la main, dans le premier temps de la main, eh bien, c'est une ténodèse de l'extenseur commun et du long extenseur du pouce sur le rétinaculum qu'il faut faire et pas de transfert. Épargner le brachioradialis. Épargner ce brachioradialis maintenant systématiquement à partir du groupe 3. Évidemment, dans le groupe 1 et 2, c'est le seul moteur utilisable. Dans le groupe 3, à partir du groupe 3, vous avez le long extenseur radial du carpe, ECRL, qui ne demande qu'à être utilisé comme moteur pour la flexion des doigts et la fermeture du pouce. Et quant à utiliser deux moteurs, l'un à côté de l'autre, l'un pour le pouce, l'autre pour les doigts, eh bien ça peut fonctionner indépendamment, mais le plus souvent, vous allez obtenir, étant donné que les deux transferts sont l'un à côté de l'autre, vous allez obtenir des adhérences entre ces deux moteurs, ces deux transferts, et ces adhérences font que la contraction de l'un entraîne celle de l'autre, et donc vous aurez fonctionnellement un seul transfert. C'est dommage d'avoir utilisé deux muscles pour obtenir l'effet d'un seul muscle. Donc c'est la raison pour laquelle je vous recommande maintenant d'épargner systématiquement le brachioradialis à partir du groupe 3. Il sera toujours temps d'utiliser ce brachioradialis pour compenser des insuffisances de vos temps opératoires précédents, notamment pour renforcer des lassos par exemple, ou pour renforcer une flexion active du poignet pour augmenter l'extension des doigts par effet ténodèse. Donc en résumé,
Les techniques qu'il faut retenir sont le transfert du biceps, les techniques des lassos, la ténodèse néo-zélandaise, la ténodèse des extenseurs sur le rétinaculum, un seul moteur pour la fermeture des doigts et du pouce et systématiquement épargner le brachioradialis. Nous allons voir successivement ces techniques dans les vidéos suivantes et je vous remercie pour votre attention.